Je n'ai jamais vraiment regardé mon voisin Marc, jusqu'au jour où il a proposé de m'aider à repeindre la chambre d'amis. C'était un samedi matin, de ceux où l'on ouvre les fenêtres en grand pour chasser l'humidité de la semaine. Mon mari, Stéphane, était parti à un séminaire d'entreprise pour 2 jours. Ça m'arrangeait. Je pouvais m'attaquer à ce que j'appelais mes petits chantiers secrets. Rien d'illégal, bien sûr, juste des choses que je préférais faire seule, réorganiser des placards, trier de vieilles photos, changer une couleur de mur sans avoir à demander « Tu crois que ce bleu-là va trop foncer la pièce ?» J'étais sur l'escabeau, pinceau à la main, quand Marc, mon voisin de palier depuis 5 ans, a passé la tête par la porte entr'ouverte. « Vous vous attaquez à la peinture, on dirait. » Je me suis retournée, un peu surprise. Il portait un vieux t-shirt taché de plâtre et un jean troué aux genoux. L'homme bricoleur par excellence. J'ai souri. Je me débrouille, mais je dois avouer que c'est plus physique que dans mes souvenirs. Besoin d'un coup de main? J'ai hésité, par fierté surtout. Puis j'ai vu son regard sincère, un peu curieux, mais pas envahissant. Et surtout, j'ai vu l'occasion. Pas de séduction, non, juste une présence humaine, amicale. Quelqu'un avec qui parler pendant que les murs s'éclaircissaient. Allez, j'accepte. Mais je vous préviens, je suis exigeante. Il a ri, s'est approché et a pris le rouleau. On a commencé à peindre en silence, chacun sur un mur. Puis, petit à petit, les mots sont venus naturellement. Il m'a parlé de sa fille, qu'il ne voyait que pendant les vacances, de son divorce douloureux, de son boulot d'infographiste qu'il faisait à la maison. Moi, j'ai parlé du calme de mon appartement, de Stéphane qui rentrait tard le soir, des plantes que je faisais toujours mourir sans comprendre pourquoi. Peut-être qu'elles ont juste besoin qu'on les écoute, a-t-il dit en plaisantant. Et puis, il y a eu ce moment précis où tout a basculé. Il était accroupi, en train de dégager le bas d'un mur pour peindre plus proprement, quand il a remarqué une légère boursouflure dans la vieille peinture. Il a passé un doigt dessus. Tiens, il y a comme un truc sous la couche. Je me suis approchée. Une ancienne fissure, peut-être. Mais il a gratté doucement, et un petit coin de papier est apparu, jauni, froissé, glissé entre 2 couches de peinture. On a arrêté de respirer, sans se le dire. On l'ouvre, a-t-il demandé. Bien sûr. Il a déplié délicatement la feuille. C'était un mot, écrit à la main, à l'encre bleue. L'écriture tremblait légèrement, mais on sentait l'émotion dans chaque courbe des lettres. Mon amour, tu as fait battre mon cœur dès le premier regard. Je n'aurais jamais cru possible de ressentir ça, surtout ici, entre ces murs. Cette chambre est à nous, personne ne saura. À demain, comme toujours, à midi. Monsieur, je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e. Quelque chose en moi a gelé, pas à cause du mot lui-même, mais parce que la lettre n'était pas adressée à moi, et surtout, je n'étais pas censée la connaître. Marc a rompu le silence. Ça date de quand, tu crois? J'ai répondu machinalement, impossible à dire. Peut-être des années, peut-être avant qu'on emménage ici. Mais mon cœur battait la chamade, parce que je savais que cette chambre, cette peinture d'origine, datait bien de notre arrivée, il y a 7 ans, et que cette lettre avait été dissimulée là depuis, pas avant. Je l'ai reprise entre mes mains. La signature, monsieur qui? Une amie, une ancienne propriétaire, un voisin, ou pire? Je me suis assise sur le rebord du lit, encore recouvert d'un drap pour protéger le matelas. Marc, lui, m'observait, intrigué. Vous allez bien? J'ai menti, oui, juste surprise. Mais, en réalité, dans ma tête, quelque chose s'était mis à tourner, comme un engrenage rouillé. Une pièce du puzzle invisible s'était déplacée. Je me suis mise à repenser à des détails, aux absences répétées de Stéphane, à ses midis bloqués en réunion, aux appels mystérieux qu'il prenait parfois dans l'entrée, comme s'il ne voulait pas que j'écoute. Et cette phrase, cette chambre est à nous. Pas un hôtel, pas une chambre louée. Cette chambre, la nôtre, celle que nous repeignons à ce moment même. J'ai frissonné. Marc, lui, ne disait rien. Il semblait respecter mon silence, mais je sentais qu'il se posait des questions. Alors,
j'ai rangé le mot dans la poche arrière de mon jean et j'ai changé de sujet. Vous pensez qu'on devrait passer une deuxième couche? Il a compris le message, et on a repris la peinture en silence, cette fois. Mais un silence chargé, lourd, presque moite. Je n'arrêtais pas d'y penser. Qui était M? Et surtout, à qui était destiné ce mot? Mon mari? Une autre femme? L'un de nos amis? Quelqu'un de la famille? Mais, au fond de moi, une intuition, cette espèce de voix sourde qui ne se trompe jamais, me disait que ce mot avait tout à voir avec lui, avec Stéphane, et que ce qu'il cachait allait me changer. Peut-être pour toujours. Quand Marc est reparti ce soir-là, il m'a lancé un regard étrange. Pas de curiosité mal placée, non, plutôt une compassion muette, presque fraternelle, comme s'il avait deviné quelque chose ou comme s'il s'était reconnu, lui aussi, dans l'écho d'une trahison possible. J'ai fermé la porte doucement derrière lui et je suis restée debout, seule, dans le couloir, la main toujours dans ma poche, serrant ce petit mot froissé comme s'il pouvait me brûler les doigts. Ce soir-là, j'ai mal dormi. Pas à cause de la peinture fraîche ni de l'odeur persistante de White Spirit, mais à cause de ces phrases simples, trop simples pour être anodines, cette chambre est à nous. Personne ne saura. J'ai fini par me relever, pieds nus, pour fouiller dans la boîte où je rangeais les photos et les papiers des premières années avec Stéphane. Marié depuis 8 ans, installé dans cet appartement depuis 7. La chambre qu'on venait de repeindre, c'était celle des invités, mais à l'origine, c'était notre première chambre, celle où l'on avait dormi, fait l'amour, ri, pleuré. Je me suis souvenu que, pendant cette première année, Stéphane avait travaillé à domicile 2 jours par semaine. Je l'avais presque oublié. Je suis allée dans le salon, j'ai pris mon carnet de notes et j'ai écrit « Travail à domicile, 2 jours semaine, première année ». Puis déjeuner seul. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais j'avais besoin d'ordre, d'un fil rouge, parce que j'avais l'impression que tout se mélangeait dans ma tête, la peinture, le mot, la voix de Marc, la voix de Stéphane, les silences accumulés. Le lendemain, dimanche, j'ai fait semblant de continuer la peinture pendant 2 heures pour que tout paraisse normal quand Stéphane rentrerait. Quand il est revenu, en fin d'après-midi, je l'ai accueilli comme d'habitude, un baiser sur la joue, un sourire tranquille. Il n'a rien vu, rien senti. Ça sent la peinture fraîche ici, a-t-il dit en posant sa valise. Tu as bossé fort. Marc m'a aidé, ai-je répondu. C'était plus rapide. Il a hoché la tête, distrait, comme toujours. On a dîné. Il a raconté quelques anecdotes de son séminaire. J'ai souri, j'ai répondu. Tout roulait, sauf dans ma tête. La nuit venue, j'ai attendu qu'il s'endorme. Je connaissais son rythme, une fois dans le lit, il lisait 10 minutes sur sa tablette, puis sombrait comme une masse. J'ai compté les respirations, les changements de position. Quand j'ai été sûre, j'ai glissé hors du lit. Je suis retournée dans la chambre fraîchement repeinte, là où tout avait commencé. J'ai ressorti le mot d'amour, éclairé seulement par la lampe de chevet, et j'ai recommencé à l'analyser, comme si j'étais l'inspectrice de police. Tu as fait battre mon cœur dès le premier regard. Je n'aurais jamais cru possible de ressentir ça, surtout ici, entre ces murs. Cette chambre est à nous. Personne ne saura. À demain, comme toujours, à midi. M. À midi. Cette phrase m'obsédait. Chaque mot était comme un code à déchiffrer. Je me suis revue à l'époque, au bureau, dans ce petit centre d'appel en plein centre-ville. Je ne rentrais jamais déjeuner. J'avais à peine 30 minutes de pause, que je passais au coin café ou à la sandwicherie. Mais lui, il travaillait à la maison, seul, dans cette chambre. Le lendemain matin, après avoir déposé mon fils à l'école, j'avais eu un garçon l'année suivante, j'ai décidé de fouiller. Pas comme une furie, non, comme une archéologue, avec méthode, respect et détermination. Je suis retournée dans la chambre. J'ai commencé par les tiroirs, puis les boîtes de souvenirs dans le placard. Rien de compromettant, rien d'inhabituel. Et puis, j'ai eu un souvenir, une boîte noire, une ancienne boîte à chaussures dans laquelle Stéphane rangeait ses trucs à lui, disait-il. Il l'avait emporté dans notre chambre au bout de 2 ans de mariage.
Je n'y avais jamais touché, une forme de pacte tacite. Je suis allé la chercher dans le haut de l'armoire, sur la dernière étagère. Elle était encore là. Je l'ai ouverte, et là, mon cœur a cessé de battre pendant une demi-seconde, une photo froissée, puis une autre. Des lettres, un foulard féminin roulé, des souvenirs qui n'étaient pas les miens. Les photos étaient floues, prises avec un vieil appareil sans flash, mais on distinguait bien la silhouette d'une femme, longs cheveux noirs, robe légère, posée sur le rebord du lit. Mon lit. Leur lit. Elle souriait à l'objectif. Sur une autre, ils s'embrassaient. Pas de doute, mon mari et cet inconnu. Et dans une lettre, datée de 6 ans auparavant, merci de m'avoir offert ce refuge, même si ce n'est que pour 1 heure. À demain. Même heure. Même écriture que le mot peint sous le mur. M. Je me suis effondrée sur le tapis. Pas de cris, pas de larmes. Pas encore. Juste cette sensation d'avoir marché pendant des années sur un sol qui n'existait pas vraiment. Une illusion. Et cette chambre, notre première chambre, était leur nid, leur cachette, leur secret peint sous des couches de normalité. Je suis restée assise sur le sol pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Peut-être 20 minutes, peut-être 2 heures, je ne saurais dire. La boîte était encore ouverte devant moi, les photos étalées comme les épreuves d'un crime silencieux. Il ne manquait plus que le juge, le verdict et la sentence. Mais j'étais seule. Et la sentence, il me faudrait me l'infliger moi-même. Je me suis surprise à respirer trop vite. Mon ventre se serrait, mes doigts tremblaient, mais une partie de moi, étrange, froide, méthodique, notait chaque détail, comme si j'étais en dehors de mon propre corps. Elle s'appelait Mélanie. C'était signé sur une des lettres. Monsieur, je tenais enfin un nom. Dans une lettre, elle écrivait « Je n'ai jamais su pourquoi tu avais choisi de ne pas tout quitter. Mais chaque fois que je me glisse dans cette chambre, j'ai l'impression que le monde entier s'efface. Même elle, même ta femme, même moi. Et pourtant, tout était là. Tout avait toujours été là. Sous mes yeux, dans mes murs, dans mes draps. Je n'ai pas réveillé Stéphane ce soir-là. Pas encore. J'avais besoin d'en savoir plus. Pas pour le piéger, pas pour le punir, non, pour me comprendre, moi, pour comprendre comment j'avais pu vivre dans cette maison, dans cette vie, sans sentir ce frisson, sans entendre ce murmure d'adultère qui suintait entre les murs comme une moisissure invisible. Le lendemain, j'ai appelé au travail et j'ai posé 2 jours de congé. J'ai prétexté un malaise, rien de grave. Stéphane est parti tôt, comme d'habitude, avec un baiser rapide, une tasse de café à moitié bu et ce regard distrait qui m'avait toujours semblé professionnel. Mais maintenant, il me paraissait presque coupable. Une fois seule, j'ai continué à chercher, pas pour me torturer, mais pour reconstituer l'ampleur du mensonge. J'ai fouillé les disques durs, les vieux emails imprimés, même ces anciens téléphones dans un tiroir. Et plus je fouillais, plus l'histoire prenait forme. Mélanie, une collègue à lui, apparemment mariée aussi, avec qui il avait eu cette liaison discrète mais profonde. Pendant 1 an, toujours le mardi, toujours à midi, elle venait chez nous. Parfois, il déjeunait, parfois, il restait couché, parfois, elle partait avec un mot laissé sous un coussin ou scotché derrière un meuble. Le mot trouvé sous la peinture n'était qu'un fragment. Il y en avait eu des dizaines. Et ce qui me brisait le cœur, ce n'était pas seulement la trahison, c'était l'organisation, la régularité, le soin. Comme si cette double vie avait été pour lui aussi naturelle que notre vie officielle. Mais ce que je ne comprenais toujours pas, c'était pourquoi tout s'était arrêté. Pourquoi avait-il gardé toutes ces preuves? Pourquoi n'avait-il jamais effacé Mélanie? Et puis, en fouillant dans une autre boîte, j'ai trouvé un petit carnet noir, simple, usé, presque anodin. Il appartenait à Stéphane. Et ce que j'y ai lu m'a fait vaciller, Mélanie a mis fin à tout. Elle a déménagé avec son mari. Pas d'explication, pas de colère, juste un silence. J'ai repeint la chambre tout seul, comme pour recouvrir une tombe, et j'ai gardé ces lettres parce que c'était tout ce qu'il me restait. Le carnet n'était pas un journal quotidien, juste des bribes de pensée.
mais elle suffisait pour comprendre qu'il avait souffert, lui aussi, à sa manière, que son amour pour elle avait été réel. Mais qu'est-ce que cela faisait de moi? Un lot de consolation, une épouse tolérée, une façade bien pratique. Je ne savais plus. Ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir pendant longtemps. Les cernes sous mes yeux, les sillons autour de ma bouche, la ride discrète entre mes sourcils. J'étais encore belle, peut-être, mais fatiguée, marquée, et surtout trahie. Mais je n'étais pas faible. J'avais survécu à des accouchements, à la maladie de ma mère, à des nuits sans sommeil et à des années de compromis. Ce n'était pas un mot sous un mur qui allait m'achever. Alors, j'ai attendu que Stéphane rentre. Je n'ai rien dit au dîner. J'ai souri, j'ai débarrassé. Puis, dans notre chambre, sans colère, sans éclat, je lui ai tendu la lettre. Il l'a reconnue. Tout de suite. Son visage a changé. Il s'est raidi. Il a fermé les yeux une seconde trop longtemps. Je l'avais oublié, murmura-t-il. Je me suis assise face à lui, pas en juge, pas en victime, en femme. Alors, rappelle-toi. Il a pris une longue respiration, et il a parlé. Il n'a pas nié. Il n'a pas tenté de manipuler. Il a raconté, avec des pauses, avec honte, avec sincérité, je crois. C'était la première année, a-t-il dit. J'étais perdue. Tu travaillais beaucoup. Moi, je passais mes journées ici, seule. On ne se parlait presque plus. Et Mélanie, elle était douce, présente, simple point, c'était une parenthèse, un accident. Mais un long accident. Et tu as repeint par-dessus, comme si rien ne s'était passé. Il a hoché la tête. Les larmes lui montaient aux yeux, mais je ne savais pas si c'était pour moi ou pour elle. J'ai eu honte, mais j'étais aussi en deuil. Elle est partie sans un mot. J'ai gardé ce qu'il restait. Pas pour t'oublier, mais pour ne pas devenir fou. Je suis restée silencieuse, parce que ce qu'il disait était peut-être vrai, et que ça ne changeait rien. Pas vraiment. Il a ajouté, je n'ai jamais recommencé. Je te le jure. Et, tu sais quoi? Je l'ai cru. Mais je n'ai rien répondu. Je me suis levée et j'ai quitté la pièce. Pas pour faire un drame, pas pour l'humilier, mais pour réfléchir, pour respirer, pour décider. Je n'ai pas dormi dans notre lit cette nuit-là. J'ai pris une couverture, un oreiller, et je me suis installée dans la chambre d'Amy, celle qu'on venait de repeindre, celle qui, pendant des années, avait caché un secret entre ses murs. Le matin, quand je me suis réveillée, il faisait très clair. La lumière entrait à flot, paisible, pure. Je me suis assise sur le bord du lit. Je regardais ce mur, celui qui avait contenu un mot d'amour, un mot pour une autre. Et, malgré tout, il était beau, fraîchement peint, doux, presque apaisant. C'est fou comme un mur peut absorber des douleurs et en renvoyer autre chose, comme un être vivant. Stéphane n'a pas tenté de me rejoindre dans la nuit. Il a compris. Il avait ce genre de respect silencieux quand il se sentait coupable. Il me laissait l'espace, comme s'il savait qu'un seul mot de trop aurait pu tout détruire. Au petit déjeuner, il n'a pas osé me regarder dans les yeux. Moi non plus, d'ailleurs. Il est parti au travail sans poser de questions, et moi, j'ai repris mon souffle. J'ai laissé passer les jours, 3, 4, une semaine. Pendant ce temps, j'étais là sans vraiment l'être. J'allais au travail, je faisais les courses, je souriais à notre fils, je riais avec mes collègues. Mais, au fond de moi, quelque chose bougeait, une tension sourde, une hésitation constante. Puis, un dimanche matin, j'ai pris une décision. Je suis allée frapper à la porte de Marc. Il a ouvert, surpris, les cheveux ébouriffés, une tasse de café à la main. Il m'a invité à entrer sans rien demander, et, dans sa cuisine en désordre, j'ai tout raconté, le mot, les lettres, Mélanie, le mur, la confrontation. Il m'a écouté sans m'interrompre. Par moments, il hochait doucement la tête. À d'autres, il serrait les lèvres. Quand j'ai eu fini, il a simplement dit, « Et maintenant, tu vas faire quoi ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai bu une gorgée de thé tiède, puis j'ai soufflé, « Je ne sais pas », il a souri, pas moqueur,
pas condescendant, un sourire tendre, presque fraternel. Parfois, on ne choisit pas tout de suite. On attend de voir si quelque chose repousse dans le jardin. Cette phrase m'est restée dans le cœur pendant longtemps. Les semaines ont passé, et, dans cette lente marche vers la clarté, j'ai observé Stéphane. Il était plus présent, plus attentif. Il cuisinait un peu. Il faisait des efforts pour m'aider. Il prenait des nouvelles dans la journée. Il posait son téléphone à table. Il cherchait mon regard, souvent. Mais moi, j'étais toujours en suspens. J'avais compris une chose, le pardon n'est pas un acte, c'est un chemin, et je n'en étais qu'au début. Un jour, j'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit une lettre. Pas pour lui, pour moi, tu as aimé une autre, et tu as menti. Mais j'ai aimé un homme imparfait, et je me suis trompée aussi. Ce n'est pas ta trahison qui me tue, c'est l'idée d'avoir été oubliée. Aujourd'hui, je ne choisis ni la vengeance ni l'oubli. Je choisis de regarder la douleur en face, et peut-être, de recommencer, mais pas comme avant, jamais comme avant. Cette lettre, je ne l'ai jamais donnée à Stéphane. Elle m'appartenait. C'était mon mur à moi, ma réparation. Et puis, un jour, Marc m'a offert un pot de peinture. Ce n'est pas pour un mur, a-t-il dit. C'est pour un meuble, une table, une chaise, quelque chose de petit, de précis. Pourquoi? Parce que, quand on commence petit, on reprend le pouvoir. On décide ce qu'on couvre et ce qu'on garde visible. J'ai trouvé ça beau, juste, et je l'ai fait. J'ai repeint une vieille table de chevet, celle qui était dans notre ancienne chambre au temps où tout allait bien. Et, au fond d'un tiroir, j'ai collé ma lettre, celle que j'avais écrite. Parce que, si un jour quelqu'un tombait dessus, je voulais qu'il sache, on peut tout découvrir et choisir de continuer à aimer, autrement. 2 ans plus tard, nous sommes toujours ensemble. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une victoire, c'est un choix. On ne parle jamais de Mélanie, pas parce qu'on l'oublie, mais parce qu'on a appris à vivre dessus, comme sur une fondation invisible. Parfois, je retourne dans la chambre repeinte. Elle sert maintenant de bureau à notre fils. Il y dessine, il joue, il apprend. Le mur n'a plus rien d'explosif. Il est devenu banal, comme si le secret avait été absorbé, accepté, transformé. Et Marc? Il est devenu un ami, pas plus, mais un vrai, le genre d'homme qui sait écouter le silence sans juger. Morale de l'histoire, tous les murs ont une mémoire, mais c'est nous qui décidons ce qu'on en fait. Il y a des trahisons qu'on croit mortelles, jusqu'à ce qu'on réalise que l'amour, le vrai, est fait aussi de cicatrices. Ce n'est pas un ruban neuf, c'est un tissu rapiécé, usé par endroits, mais encore chaud, encore vivant. Le plus grand piège dans un couple, ce n'est pas le mensonge, c'est l'oubli. L'oubli de se parler, de s'écouter, de se regarder vraiment. Un mot caché peut tout casser, mais il peut aussi devenir une occasion de reconstruire autrement. Et parfois, il suffit d'un voisin, d'un pinceau et d'un mot tombé du mur pour enfin ouvrir les yeux.